La République démocratique du Congo est en train de vivre l'un des moments palpitants de son histoire politique. En tout cas, elle négocie un virage périlleux, diront certains. Messieurs et dames, nous allons essayer de jauger le climat politique actuel en République démocratique du Congo. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes en plein pied dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Des fils en aiguille, découvrons ensemble l'invité du jour. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la célèbre rubrique Eche Homo. Hubert Kabasoubabo. Hubert est entré en politique comme secrétaire général du groupe de réflexion de la diaspora de l'Afrique du Sud, appelé Renaissance Congo 2000. 2 fois secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, ce doctorant en sciences politiques de l'Université de Johannesburg est un écrivain prolifique. Gouverneur honoraire du Kasaï central et président honoraire de l'Association des provinces de la RDC, Hubert Kabasoubabo est un libre penseur dont les réflexions sont publiées par le journal congolais d'avant-garde. Monsieur Hubert Kabasoubabo, bienvenue. Non, c'est plus Hubert Kabasoubabo, c'est Imhotep Kabasoubabo. Oh, je ne le savais pas. Sur le document, ça reste Hubert, mais je veux dire, je ne veux pas continuer à avoir apporté un nom européen. Imhotep Kabasoubabo. En tout cas, on ne restera pas debout, on s'installe déjà confortablement. C'est toujours avec délectation que je vous reçois dans le jeu. Un véritable régal. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, il y a peu, nous avons inauguré ces lieux, cet endroit. Je crois il y a 10 ans. Une décennie après, vous revenez ici. Comment vous trouvez les lieux? Comment vous trouvez l'endroit? C'est un véritable désastre. C'est d'une laideur tout à fait nauséabonde. Et il est étonnant que dans une capitale comme celle-ci, qui est considérée comme l'une des grandes capitales de l'Afrique, que l'on ne soit pas en mesure d'avoir des capacités de maintenir et même d'améliorer, je veux dire, l'esthétique. Vous savez, la République, c'est non seulement la raison et l'éthique, la République, c'est aussi l'esthétique, les bonnes formes, les grands boulevards, voyez-vous. Et donc, nous allons interpeller notre frère, que nous aimons beaucoup, le gouverneur Jean-Denis Ngobila. Et nous pensons que le président de l'Assemblée provinciale, les BIDOC, Pasteur Mpoï, et qui nous est un grand intellectuel, un archi-intellectuel que nous apprécions beaucoup, et nous allons les interpeller en ce qui concerne justement la nécessité d'avoir une ville qui reflète en fait la qualité intellectuelle des gens qui la dirigent. Est-ce que ces ordures ne sont-elles pas révélatrices de l'état d'esprit de l'homme congolais? Mais justement, c'est les quinois qui n'est pas propre. C'est le Quinois qui n'est pas conscient de sa situation, de son état. Non, mais vous savez, de manière générale, depuis un certain temps, je commençais à formuler la problématique de la dénormativisation existentielle de l'homo congolus, de l'homme congolais. Bon, certaines personnes considèrent que j'exagère, mais c'est la vérité. Et dans une perspective, disons, néo-marxiste, on va dire que la manière d'organiser, je veux dire, votre infrastructure matérielle reflète en fait la qualité de la substance de votre superstructure. Et donc, quand nous sommes incapables d'avoir un boulevard porteur d'élégance, de beauté à la hauteur de nos ambitions. Les sauts de mouton, c'est tout de même une valeur ajoutée sur le plan esthétique, bon, sur le plan esthétique, beauté. oui, je peux dire que, non, il faut reconnaître, moi-même personnellement, je reconnais que sur le plan des symétries dans l'espace public, les sauts de mouton ajoutent quand même une note je veux dire, d'une certaine beauté, d'une certaine modernité. Mais en termes de fonctionnalité, c'est là qu'il y a un problème, il faut être équilibré. Attendons voir, quand on va les inaugurer, ce qui va se passer. Mais en réalité, ce n'est pas les sauts de mouton qu'on devait placer dans une artère vitrine,
comme dans les grandes villes. C'était plutôt avoir ce qu'on pourrait appeler Kinshasa Metropolis, mais oui, avoir une bonne signalisation, avoir des artères secondaires, mais surtout le boulevard Lumumba par exemple, dans l'élan de la révolution de la modernité, dont la pertinence urbanistique et même, je veux dire, développementale est toujours actuelle. Il fallait plutôt convertir les boulevards Lumumba en véritable highway, comme on dirait, en véritable autoroute moderne, avec des off-ramps. On ne met pas les sauts des moutons sur une artère qui a le potentiel, qui est destinée à être une autoroute, je veux dire, moderne, comme on voit en Afrique du Sud, même ici au Rwanda ou en Côte d'Ivoire. Ça peut tout de même faciliter la fluidité de véhicules. Je ne pense pas. Sous le plan, je veux dire, de la valeur ajoutée esthétique, tout ça, oui, il faut accepter dans une certaine mesure, mais je ne pense pas en termes de fluidité sur une artère des 4 bandes x 2, 8. On met des sauts de moutons. Vous n'irez pas jusqu'à dire que ce sont des éléphants blancs. Hein? C'est même pas des éléphants blancs. C'est même, dans certaines mesures, sur le plan fonctionnel, c'est des aberrations en termes de la gestion des artères de grande importance, de grands flux dans les villes modernes. On devait plutôt convertir ça en autoroute. Donc on ne met pas un saut de mouton sur l'autoroute. D'ailleurs, en principe, les sauts de mouton, on ne les met pas sur des artères, des grands flux. On les met généralement dans les artères périphériques, des artères périphériques. Et généralement, quand vous regardez en Afrique du Sud et partout ailleurs, moi j'ai vécu au Texas, quand vous regardez, c'est généralement on les met dans les périphéries, dans la zone de l'agriculture, de fermiers, pour laisser passer peut-être les bêtes en dessous, qu'il n'y ait pas contact entre le flux de bêtes et les véhicules, par exemple des tracteurs, des choses de ce genre-là, et les véhicules dans un grand flux. Mais bon, c'est quand même pas... Il nous fallait plutôt des autoroutes. Il fallait plutôt des autoroutes. Ces régimes devaient venir avec des projets structurants et propulseurs. Le président de la République aujourd'hui devait parler en termes d'autoroute. Il devait en laisser ne fût-ce qu'une à Kinshasa. Et ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas nécessairement... Et c'est ce que je me tue. En fait, c'est un projet qu'ils ont exhumé. Ils disent qu'ils avaient trouvé cela dans les tiroirs. Mais il avait été abandonné. Non, il avait été abandonné parce qu'il y avait eu des débats avec le beau, je crois, les bureaux d'études urbains, je crois, d'études urbaines, beau, première rue, je crois. Les projets avaient été abandonnés. On ne fait pas. Le boulevard, c'est pourquoi je parlais de la République. L'esthétique sous Napoléon et les autres monarques français. D'ailleurs, c'était, je crois, sous Louis XIV déjà, mais évidemment après Napoléon. Et donc, je veux dire, la monarchie tirait aussi sa beauté en termes de l'organisation de l'espace d'existence collective. Voyez-vous, la beauté, je veux dire, la beauté... je veux dire, les caractères étincelants, luminescents dans l'organisation de l'espace public traduit les génies d'un peuple. Kabassou Babou, revenons à l'actualité. L'actualité, c'est encore et toujours l'Est. Une actualité macabre parce que le sang a encore coulé. Vous étiez dans les RCD, c'est vrai que vous avez rejoint les RCD un peu plus tard, ce n'était plus la branche militaire, mais vous connaissez qu'est-ce qu'est la guerre. Mais finalement, dites-nous, qu'est-ce qui se passe à l'Est du Congo? Non, ce qui se passe, j'ai parlé d'ailleurs la nuit dernière avec des amis de Washington sur cette question, sur cette problématique. Évidemment, c'est une problématique complexe, mais sans être réductionniste, je peux dire ceci, que la guerre de l'Est est un mélange d'exploitation, de prédation militaro-mercantiliste entre des acteurs militaires, commerciaux, politiques du Grand Kivu eux-mêmes. Du Grand Kivu d'abord, congolais. Oui, congolais eux-mêmes et leurs correspondants militaro-mercantilistes, même certains réseaux terroristes du triangle Kampala, Kigali et Nairobi. Il y a plusieurs écrits. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on avait indiqué qu'on avait arrêté des gens qui vendaient des cartes aux ADF Nalu. Moi-même, quand j'étais ADF, pas ADF Nalu, mais administrateur directeur financier du CEC, je me rappelle que j'ai reçu un Américain qui nous a dit que nous devions arrêter, je veux dire, la certification et l'exportation de l'or d'un certain docteur ou ingénieur Kissoni à l'époque. On est en 2006-2007. Alors que nous avions aidé Kissoni à avoir les autorisations du ministère de Mines et commencer à exporter. Nous avons même ouvert une agence à Butembo. Et après quelques jours, ce monsieur Kissoni a été assassiné. Et on a arrêté les assassins. On a découvert que c'était des assassins qui avaient été envoyés par des gens de Nairobi et de Kampala. Donc aujourd'hui,
la problématique fondamentale. Nous nous retrouvons un peu comme la situation de la Colombie, où les terroristes avec les rebelles, les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants. Mais non, c'est en fait les trafiquants, c'est fondamentalement une histoire d'or et de nobium. C'est connu. C'est une guerre économique. C'est une guerre de prédation économique. C'est connu, c'est établi. Et d'ailleurs, je disais hier à quelqu'un de Washington que le Grand Nord du Congo est aujourd'hui vassalisé, colonisé par l'Ouganda. C'est connu. Nos frères de Nord Kivu, ils sont retrouvés dans une situation où, premièrement, la déficience, la faiblesse organisationnelle, institutionnelle, économique, sociale de l'État par rapport à cet espace-là a vassalisé, en fait, il y a une sorte de balkanisation implicite qui s'est déjà instaurée parce que nos frères du Grand Nord, surtout dans une situation où la faiblesse de l'État fait qu'ils dépendent, même pour le savon, pour le papier de toilette, même pour le dentifrice, ils dépendent de Kampala. Et l'organisation américaine Century a démontré en 2017-2018 qu'un Belge qui a une raffinerie d'or à Kampala a raffiné plus de 7 tonnes d'or. Aujourd'hui, la production d'or formelle est arrivée à plus de 29 kilos. Ça, c'est une dimension de l'État. Maintenant, la dimension de l'armée, c'est là où je plains les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. J'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas même à 30% les vrais enjeux réels de cette problématique. Sur le plan militaire, il faut dire que la stratégie, la tactique des FRDC, c'est vraiment obsolète. Parce que nous avons une armée à la hauteur des enjeux. Non, on n'a pas une armée à la hauteur des enjeux. C'est une armée héritée de Joseph Kabila. Bon, c'est une armée héritée de Joseph Kabila, c'est vrai, mais il faut savoir que Joseph Kabila a fourni des efforts extraordinaires pour construire une nouvelle armée FRDC, à partir de FAC et des différentes, enfin, à l'époque, RCD, ANC, et l'armée de Bemba et les milices, pour former une nouvelle armée FRDC. C'est un défi majeur. Beaucoup de présidents, Macron n'a jamais construit une armée, Trump n'a jamais construit une armée, Joseph Kabila a dû construire une armée pratiquement ex nihilo. Et donc, c'est par étapes. Construire d'abord l'armée, on est passé des 300 000 hommes à 5 000 hommes, doter l'armée. Parce que Mobutu n'a par exemple plus laissé une force aérienne. Donc il fallait reconstruire cette force aérienne. Encore moins une force navale. Mais voilà, il fallait reconstruire tout ça. Et donc tout est incrémental. On va reconstruire, réduire, faire le DDR. C'est des défis majeurs. Et maintenant, la nouvelle dispensation, ça fait 2 ans pratiquement. Mais l'UDPS, quand elle faisait l'opposition, quel était son projet pour les FRDC? Parce que l'UDPS, s'il avait un projet, si ce président Félix Tshisekedi avait un projet concret pour les FARDC, il arrive au pouvoir, il actionne ses projets, on ne voit aucun projet. En tout cas, nous naviguons à vue. Hein. Nous naviguons à vue. Et je veux dire que, moi j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Il y a ce qu'on appelle dans la technique de la guerre, ce qu'on appelle counter-insurgency, il y a un principe qu'on appelle clear, hold and build. Donc, capturer, conquérir un espace, construire cet espace et non, c'est-à-dire nettoyer cet espace. Donc, capturer un espace, clear, hold, c'est-à-dire maintenir cet espace, et build. Vous voyez, c'est les 3 actions fondamentales de la contre-insurgence. Maintenant, ce que nous revoyons, c'est que les FRDC et les commandements suprêmes sont incapables de nous dire, en termes de chronogramme, qu'est-ce qu'ils ont conquis. Mais Kabasou Babou. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont conquis? C'est 3 principes. Si vous voulez voir si dans une guerre de contre-insurgence, l'armée fait de progrès ou non, dites-vous, qu'est-ce qu'ils ont conquis? Qu'est-ce qu'ils ont nettoyé? Qu'est-ce qu'ils sont en train de reconstruire? Donc il faut nous dire, nous avons capturé Oisha, nous avons capturé, je ne sais pas moi, quel autre village, et puis nous sommes arrivés maintenant à la frontière avec l'Ouganda. Il faut qu'ils arrivent à la frontière avec l'Ouganda. Il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils nettoient, qu'ils arrivent jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Le problème n'est pas la nature de cette guerre. Nous assistons à une guerre atypique, une guerre asymétrique, une sorte de guérilla proche du terrorisme. En réalité, l'ennemi est invisible. Non, l'ennemi est connu puisqu'on lui vend des cartes des lecteurs. Il y a même un moment, les ADF Nalou ont appelé les maires de Beni pour dire qu'il y a XY qui ont leurs dettes, qui doivent payer. Ils travaillent ensemble. Parce que vous avez vous-même dit que des fois, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont trempés. C'est ça qui se passe. Bon, lorsqu'on a affaire aux Congolais, vous imaginez maintenant que mettre fin à cette guerre n'est pas une chose aisée. Non, mais écoutez, cette guerre-là, quand on dit une guerre asymétrique, ce n'est pas les Congolais qui ont inventé les mots. Voyez-vous, quand on dit c'est le terrorisme, ce n'est pas les Congolais qui ont inventé. En Irak, en Afghanistan, partout, ce genre de guerre, je suis politologue, mais j'ai aussi un rayon d'intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit que
publié il n'y a pas des gens de ma génération qui ont publié autant d'articles sur cette problématique que moi. Voyez-vous, si vous lisez dans le Forum des As, la prospérité, certains articles ont même été convertis en anglais. Le problème, c'est que nos frères qui gèrent ces dispensations sont d'une insensibilité à la raison, à la critique constructive, parce que les gens sont en train de vouloir imposer les présidents de la République comme un monarque féodo-absolutiste, alors que notre frère, c'est pas ça son intention. Vous voulez que Félix Tshisekedi puisse résoudre en une année un dossier brûlant hérité de son prédécesseur? Non, on ne dit pas qu'il doit résoudre cette question en une année. Non, on dit qu'il faut une stratégie qui puisse avoir des KPIs, ça veut dire des données d'évaluation avec un chronogramme. Nous dire mais ce sont des stratégies de guerre qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Non, la consolidation de la démocratie, ce n'est pas seulement l'état de droit, mais c'est la capacité de la transparence dans la gouvernance de la sécurité, de la défense nationale. Voyez-vous? Donc, ici, c'est question de dire, nous voulons qu'ils nous disent, sans arriver, encore que même sur le plan opérationnel, j'ai démontré dans cet article-là que le mode opératoire est obsolète. Ça veut dire ils disent guerre asymétrique, mais ils font une guerre classique. D'abord la capacité de transport et d'intervention. Elle est très limitée. De mobilité. Combien d'hélicoptères de transport ont-ils pour, par exemple, intervenir de manière simultanée s'il y a une attaque ou présence de rebelles, par exemple dans le Nord Kivu, et dans l'Ituri, et peut-être dans le Nord Ubangi? Aucune. Ils doivent demander à la MONUSCO doit faire des procédures, tout ça. Les gens ont opéré, ont tué les gens, et se sont éparpillés dans la brousse. Donc aucune capacité d'action prompte. D'ailleurs, je me rappelle le général Etumba, quelque part dans un autre forum, il parlait de la déficience en termes de déploiement des vecteurs, ça veut dire des outils de transport. Ça, c'est un. 2, en termes de hélicoptères d'attaque, on n'en a pratiquement pas. Air-sol, ça veut dire quand vous avez identifié, il y a des opérations pour lesquelles vous n'avez pas simplement déployé des fantassins ou des commandos. Vous pouvez, quand vous avez bien identifié la cible, localisé la cible, avec des données GPS, etc., satellitaires, j'espère qu'ils ont le matériel pour ça, vous pouvez envoyer des hélicoptères d'attaque avec des lance-roquettes, hélicoptères air-sol. Voyez-vous? Mais maintenant, troisième élément, technologie de localisation de l'ennemi. La guerre de l'Angola, si elle a été terminée, c'est parce que justement on a utilisé des experts internationaux, des professionnels pour la détection de l'ennemi. Vous pouvez détecter avec le GPS par cell phone, c'est parce que ZADF utilise des cell phones. Vous pouvez les détecter avec des caméras thermiques par hélicoptère, etc. Donc, mais aussi, quatrièmement, la dimension des forces spéciales qui doivent mener des opérations furtives, qu'on appelle des opérations acupuncturales. Parce que ces gens sont dans la population. Donc, si vous avez un bon service de renseignement militaire, vous pouvez envoyer des forces spéciales bien formées qui peuvent le neutraliser. Avec cette armée, on ne peut pas mettre fin à cette guerre. Non, guerre. Avec cette armée qui utilise la même technique et qui n'est pas capable d'avoir des éléments d'évaluation pour nous dire. Parce que le président doit dire, par exemple, mais on nous a dit, il y a 2 jours, il a donné, le commandant suprême a donné des instructions strictes aux généraux. Mais 2 jours après, on a tué 53 personnes. Parce que donc mes frères, moi j'ai dit, c'est du terrorisme. Non, je regarde, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, mais les méthodes de containment de terrorisme sont connues. Mais ils n'en pratiquent aucune. Ils doivent nous dire, nous avons avancé à 50 km de Beni. La sphère ne fait que s'ouvrir. Ce sont des stratégies militaires, mais mon frère, les stratégies militaires... Vous semblez oublier cette dimension. Non, écoutez, cette dimension. Ça ne se raconte pas toujours sur la place publique. Écoutez, sur le plan tactique ou sur le plan opérationnel, on ne va pas dire, par exemple, qu'on va attaquer telle ville, on va utiliser telle arme, etc., etc. Mais on peut dire à l'opinion, parce que la consolidation de la démocratie, comme je le dis, ce n'est pas seulement faire arrêter des adversaires politiques et dire que c'est l'état de droit. C'est aussi une armée qui est capable de une gouvernance sécuritaire qui rend compte au peuple. Mais les gens sont en train de mourir. Dites-nous, vous avez conquis quelle ville, le président de la République, moi je prodigue un conseil, vraiment dans toute humilité. Notre frère Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo doit écouter. Il n'écoute pas. Et les gens qui sont autour de lui, je vois, il s'est donné quelques vieux moboutistes tradis politiciens comme conseiller. Quel conseil ils vont lui donner en termes d'action militaire moderne? Qui se sont mis à jour. Mais voilà, nous avons un problème grave de la régression
ou de la qualité républicaine du pays, parce que la République, c'est aussi l'armée. D'où les assises annoncées des Goma, mais jusque-là, ça a évolué à dents des scies. Non, mais c'est pratiquement un autre boudin, même si on dit qu'on a reporté Sinédier, voilà, avec comme excuse que, bon, les gens doivent aller, notamment le président Ndayishimiye et les autres, Museveni qui pose des problèmes sécuritaires, en fait, c'est une sorte d'excuse pour dire il faut mettre Lubumbashi. Évidemment, on ne peut pas mettre Lubumbashi en 2 jours, mais au calendrier grec. Mais il y a aussi la problématique, non seulement de l'improvisation, mais surtout la problématique d'un sommet que vous réalisez en état de vulnérabilité. Les Ougandais, en particulier, sont d'un cynisme outrecuidant. Rappelez-vous qu'ils avaient été condamnés, grâce à l'action du ministre Tambo Mamba, ils avaient été condamnés. Je pense, non, c'était pas Tambo Mamba, mais c'était une action qui avait été commencée, je crois, en 2004 ou 2005, et a payé 10 milliards de dollars qu'ils n'ont jamais payé. Les Ougandais sont d'un cynisme outrecuidant. On sait que toute la famille de Museveni, les généraux, c'est un peu comme une sorte de karma qui nous revient, un peu comme les généraux de Mobutu à l'époque, Nzimbi, Baramoto et les autres soutenaient UNITA et se faisaient des fortunes colossales en trafiquant les diamants angolais qui leur avaient été donnés en stock par UNITA. Voilà ce qui nous arrive. Et donc, nous ne pouvons pas aller à ces genres de sommets dans une position de vulnérabilité. Il faut d'abord qu'il y ait des conquêtes qui sont, comme j'ai dit, clear, hold and build. D'ailleurs, la dimension, je reviens très rapidement sur la dimension des build. Ça veut dire que lorsque vous avez conquis une ville, ou une bourgade, ou un village, vous nettoyez les villages complètement. Et vous vous rendez compte, vous avez trouvé qui dans ces villages? Vous recensez tout le monde dans ces villages. Vous recensez le nombre de cases, le nombre de champs, le nombre de vaches. Vous recensez tout et vous mettez à la place publique pour que nous sachions que vous avez conquis tel endroit. Et non seulement que vous devez conquérir, mais vous devez, l'État, parce que c'est ça que ce régime ne comprend pas, la dimension économique, la dimension d'une politique de la reconstruction, du renforcement du rôle de l'État pour le développement dans ces coins-là. Voyez-vous, les jeunes se font recruter, les militaires collaborent avec l'ennemi, parce qu'il n'y a aucune capacité accrue de transformation de ces coins-là. Maintenant, avant d'aller dans ce genre de sommet, il faut d'abord avoir marqué un certain nombre de pas sur le plan militaire. Aller en position de force. Mais voilà. Clovis, je crois, a dit que la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique. Donc, on peut raisonner en termes de mathématiques modernes, ce qu'on appelle la bijection. Si A égale B, B égale A, ça veut dire que la politique, la diplomatie, c'est également une sorte de guerre que l'on mène. Donc, il faut d'abord avoir des avancées militaires sur terrain. Il faut que le Congo, vous savez, Joseph Kabila a fait passer cette armée d'une armée qui n'existait plus à ce que les Anglais appelaient Ujepuj. C'est un assemblage de plusieurs factions. On a fait une armée qui n'était pas même identifiée dans le classement, africain et mondial des armées. Numéro africain. Oui. Nous sommes passés, je crois, de la 18e place à la 8e place aujourd'hui. Et donc, ces nouveaux régimes, des gens qui ont été dans l'opposition pendant, 36 ans, devaient avoir une vision de l'armée en termes d'équipement, en termes de renouvellement tactique sur terrain. Kabassou Babou, revenons à Kinshasa cette fois-ci. L'un des cadres du FCC PPRD, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, vient avec une nouvelle réflexion. Or, tout commence toujours par des réflexions. Désormais, il faudra des grands électeurs pour élire les présidents de la République. Il parle des parlementaires. Vous estimez qu'une telle réforme est d'abord opportune? Là, c'est des 1. Et est-elle nécessaire? 2. Bon, écoutez, d'abord, il ne faut pas considérer comme beaucoup de gens avec des réactions épidémiques. Je dois dire ici d'ailleurs que également l'une des caractéristiques du sous-développement politique, c'est l'absence d'intelligence politique, dont l'un des traits, l'un des rayons, c'est justement l'intelligence émotionnelle. Donc quand vous écoutez quelqu'un parler, vous sautez sur vos grands chevaux, directement vous sortez vos dans tous les États. Mais voilà. Alors que c'est que notre frère Moïka Sanjé a dit, il n'a rien inventé. En fait, c'est lui, pour ne pas laisser. On n'a rien inventé. Cette modalité a bien opéré avec Kasavubu. Et d'ailleurs, s'il y a eu des problèmes entre Kasavubu et Lumumba, ce n'était pas à cause du mode de scrutin indirect par les deux chambres réunies et les représentants des assemblées provinciales, parce qu'il n'y a pas que les deux chambres. Oui. À l'époque, c'était avec les représentants des il n'y a pas que les députés et sénateurs. Et donc, c'est une modalité qui a existé. Et les problèmes qu'il y a eu entre Kasavubu et Lumumba, c'était des problèmes d'ego, des problèmes de manipulation aussi étrangère, mais également des problèmes, un phénomène que nous observons aujourd'hui. La propension d'un présidentialisme impérial
de Kasavubu qui voulait exercer plus de pouvoir que ne lui reconnaissait la Constitution. C'était plus un problème empiétant même le pouvoir du Premier ministre. Oui, c'était plus un problème de propension d'un présidentialisme impérial. C'est un phénomène que nous remarquons aujourd'hui. Ça, c'est de un. Mais de deux, moi je pense que Ngoï Kassanji vient alimenter un débat qui devait normalement être total et globalisant en termes de système politique. Parce que moi je trouve effarant que des gens se mettent debout pour dire, un groupe d'acteurs politiques se mettent debout pour dire non, il faut organiser un dialogue pour les réformes électorales. Mais soyons sérieux, on va organiser un dialogue pour des réformes électorales. Ça a existé où ça? Pour trouver le consensus. Non. Kabassou Babou. C'est une affaire de 80 millions de Congolais qu'il ne faut pas prendre à la légère. L'intelligence politique, c'est pourquoi je suis très triste et étonné de voir que les politologues, les professeurs entre parenthèses, on a désigné un nouveau, je crois, doyen de la faculté de sciences sociales et politiques internationales, tout ça. Mais il y a des professeurs de sciences politiques, ils sont où? Dans ses leçons au Collège de France, Michel Foucault disait que les détenteurs du savoir ont le devoir d'apporter leur savoir à la population pour les progrès collectifs. Je ferme la parenthèse. Maintenant, revenons à un système qui a marché en 1960. Il faut fonctionner. Juste pour une année. Hein. Parce que vous dites égo surdimensionné, je ne crois pas que... Kasavubu est resté pendant 5 ans. Mais je ne crois pas que les Congolais d'aujourd'hui aussi n'ont pas ces égo surdimensionné, je dirais même pire que Kasavubu. Pire que Kasavubu. Voilà. Mais ce que je dis, pourquoi il y a une récurrence. Non, c'était pas. J'étais en train de vous expliquer que la crise de 60-65 n'était pas due à la mauvaiseté du scrutin présidentiel indirect. C'était pas dû au scrutin, c'était dû plutôt à l'égo-narcissisme des acteurs politiques et notamment à la propension d'un présidentialisme impérial de Kasavubu. Parce que, vous avez vu d'ailleurs Kasavubu qu'on appelait d'ailleurs le mangeur de Premier ministre. Kasavubu, c'était bien sûr un monsieur intègre, tout ce que vous voulez, mais il était très conflictuel. Très conflictuel. Alors même que Lumumba est mort, il n'a pas compris la nécessité de créer, de maintenir le pouvoir, la cohésion sociopolitique, et il a fermé les parlements, ce qui a créé des rébellions. Et après, quand Tshombe a remporté les élections, Kasavubu, toujours dans cet élan, cette propension de présidentialisme impérial, au lieu de désigner Tshombe Premier ministre, il a désigné Kimba. Maintenant, revenons toujours à cette affaire de scrutin indirect. Je dis que l'intelligence politique ou le génie politique devait amener la classe politique et la société en général de réfléchir plutôt de manière totale et globale sur les systèmes politiques. Parce que la problématique quintessentielle et fondamentale, c'est la problématique du système politique dans sa totalité. Notre système de pensée. Quel système de pensée? Quelle production d'idées nouvelles avons-nous comme imaginaire pour propulser notre peuple qui devienne plus inventif? Nous devons faire le bilan et évaluer. Notre pluralisme politique, en termes de partis politiques, en termes de la société civile, des organisations de la société civile. Le régime politique, les régimes politiques, c'est vrai que le régime de Kabila a refondé l'État, ça c'est indéniable, et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse pour dire, je suis également étonné de voir qu'il y a même des élites du FCC qui parlent d'un dialogue pour la refondation de l'État. Mais de quoi parlez-vous? Joseph Kabila a déjà refondé l'État. Quelle refondation de l'État vous voulez encore? Par contre, on peut améliorer les institutions. C'est pourquoi je suis initiateur de Agir, New Congo, la Goura. On peut améliorer les institutions en passant par les textes, par la réforme des textes qui régissent ces institutions. Mais mon frère, ça c'est mettre la voie obligée. C'est mettre la charrue devant le bœuf. Il faut réfléchir système politique. Il faut réfléchir système politique, système d'idées, pluralisme. Le régime politique, est-ce qu'aujourd'hui, avec la propension d'un présidentialisme impérial que nous voyons, est-ce que nous devons encore continuer avec les régimes politiques, enfin les régimes politiques semi-présidentiels ou semi-parlementaires? Voilà, il faut questionner ça. La forme de l'État, il faut la questionner aussi. Est-ce que nous devons continuer avec cette décentralisation ou nous devons aller vers le fédéralisme? Personnellement, je pense que nous devons aller vers le fédéralisme. Les provinces et les populations des provinces doivent avoir la capacité de déterminer leur destinée sur le plan du développement. Attendez, sur le plan du développement sociopolitique. Parce qu'on voit qu'il y a une tendance hégémonique de certaines factions, certains segments sociopolitiques à monopoliser les ressources de la République. Voyez-vous? Mais non seulement ça, même maintenant les systèmes électoraux. Donc il faut repenser les systèmes, évaluer les systèmes politiques de la manière dont il a fonctionné pour dire où est-ce que nous apportons des réformes, où est-ce que nous apportons les améliorations. En fait, la mission historique de Félix Tshisekedi
et des acteurs politiques qui gèrent, qui animent l'État aujourd'hui, c'était justement d'initier, je veux dire, un atelier de réflexion et d'évaluation et d'amélioration du système politique. Il faut moi, je trouve ça effarant. On ne peut pas avoir un dialogue juste pour réfléchir sur les élections. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que... Trouver les consensus. Non, parce que... C'est important. Parce qu'il est aberrant, absurde sur le plan de la science politique, de réfléchir sur les élections seules, sans le mettre en rapport dialectique, fonctionnel, systémique, du système politique dans sa totalité. Voyez-vous? Parce que vous devez réfléchir aussi au régime politique. Parce que le régime politique a non, mais justement, ce dialogue n'est qu'un point de départ. Non, mais c'est un mauvais point de départ. Mauvais point de départ, parce que vous ne pouvez pas réfléchir système politique sans réfléchir. Il y a tous les politologues sérieux vont vous dire que dans le système politique, il y a des relations. Parce que le système, d'ailleurs, c'est un ensemble cohérent de structures qui opèrent entre elles ayant des relations de fonctionnalité, d'interdépendance. Donc vous ne pouvez pas réfléchir, parce que la représentation proportionnelle, dans le débat, pour les gens qui ont été à Sun City, et pour les gens qui ont été dans des forums, des conférences académiques, ont discuté système politique, la représentation proportionnelle, par exemple par rapport au système majoritaire, on a opté pour la représentation proportionnelle dans la philosophie de la démocratie constitutionnelle. Ça veut dire la représentation proportionnelle en relation avec le partage des pouvoirs, en relation avec la forme de l'État. Donc, c'est un système. Donc, l'intelligence politique, le génie politique aujourd'hui aurait amené les chefs de l'État qui dirigent l'institution directionnelle de la République à amorcer justement l'évaluation et l'impulsion améliorative du travail de la reconstruction qui a déjà été fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la refondation de l'État. La refondation de l'État a été déjà réalisée. La démocratisation a été réalisée. Et donc maintenant, il faut un génie politique pour améliorer. Mais Kabassou Babou, toucher au mot du scrutin du président de la République, les faire au second tour, n'est-ce pas là toucher à une matière verrouillée? Non, c'est pas verrouillé. C'est verrouillé dans l'article 220. Non, c'est pas verrouillé. Le scrutin n'est pas universel. Non, c'est pas universel. Oui, c'est de manière générale. Oui. Maintenant, troisième dimension que je voulais souligner pour alimenter, enrichir en fait ces débats, c'est que nous avons un problème. Nous avons des contraintes. Il faut équilibrer le système électoral, les rendre rationnels, en tenant compte aussi des impératifs du développement. Quand vous regardez en Afrique australe, il y a des pays qui ont plus d'argent que nous, de plus gros budgets, mieux organisés, moins de partis politiques. Et l'Afrique du Sud, c'est un scrutin présidentiel indirect. L'Angola, c'est même à l'extrême, parce qu'en Angola, c'est non seulement indirect, mais immédiatement après les élections législatives, les partis qui ont la majorité des sièges à l'Assemblée, immédiatement, ipso facto, son président... Vous voulez faire sortir un premier ministre. Un président directement. Oui. Au Botswana, c'est même le modèle américain. Au Botswana, d'abord, les candidats présidents se font enregistrer. Maintenant, les candidats députés, quand ils viennent se faire enregistrer, chaque fois qu'ils se font enregistrer, ils indiquent les candidats présidents de leur choix. À telle enseigne qu'à la sortie, à l'issue des élections législatives, on compte les candidats présidents qui ont été choisis par la majorité des députés. Ce sont des grands électeurs. Voilà, ipso facto, il est président de la République. Mais pourquoi copier tout ça? On ne copie pas. On ne copie pas. La démarche comparative en sciences politiques est systématisée et scientifique. Il y a des thèses et doctorats. Aujourd'hui du président de la République, en quoi cela a montré ses limites? Quelles sont ses failles? Parce que ça fonctionne bien jusque-là. Non, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien. Ça nécessite toujours non, ça fonctionne pas bien. Maintenant, ça devient les scrutins indirects. Ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien. Pourquoi vous ne voulez pas la paix dans ces pays? Non, mais pourquoi vous dites qu'on ne veut pas la paix? Ça fonctionne pas. Pourquoi? Si l'absence de paix, est-ce que la guerre qu'il y a au Nord Kivu là-bas, c'est parce qu'on a fait un scrutin indirect? Non, mais la paix... Mais dites-moi, donnez-moi un cas. La paix sera menacée ici à Kinshasa. Pas du tout. Ça ne sera plus à l'Est. Non, mais écoutez, vous pensez que Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Kabound, quand il a fallu qu'il soit défenestré de l'Assemblée nationale. Ne me parlez pas de Kabound. On ne peut pas faire une réflexion. Mais le climat est délétère. On ne peut pas faire une réflexion politique systématisée, substantielle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement les scrutins indirects. Il faut qu'on se comprenne, il faut nuancer. Comme politologue, comme penseur, initiateur de Agir Congo, l'Agora, des gardiens indépendants de la République, donc quelle même cause? Il n'y a aucune instance dans l'histoire du Congo qui démontre que c'est les scrutins indirects qui a causé la guerre quelque part. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait une rébellion en disant non, j'ai fait la rébellion parce qu'il y a un scrutin indirect? Où? Ça existe où? Ça existe nulle part. Mais non. Parce qu'on n'a pas encore élu le président sous ces formats-là.
Non, mais même quand on l'a élu, il n'y a pas eu de problème. Vous êtes les Sud-Africains, les Botswanais, les Namibiens, les Angolais, même je pense les Mozambicains, qui ont plus de grands budgets, des infrastructures. D'abord, vous parliez pour dire que ce qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça va montrer les limites? Il faut montrer les limites. La limite est même substantielle. En 2006, 2011, 2018, sur une vingtaine de candidats, il n'y a eu que 3 qui sont allés solliciter les scrutins auprès des souverains primaires, qui ont honoré les souverains primaires en allant jusque dans les coins les plus reculés. 19 candidats sont restés à Kinshasa, ont démontré leur mépris, leur incapacité d'organiser ces scrutins-là. Et donc, il faut voir le mental. Il n'y a pas adéquation entre le mental, l'esprit politique et des candidats et le mode de scrutin. Parce que si on respectait ces scrutins, les candidats iraient à l'encontre du souverain primaire, allaient lui faire l'honneur d'aller le rencontrer pour solliciter les scrutins. Ils ont montré les mépris et les dédains. Ils sont restés à Kinshasa. Il y en a même qui ne sont même pas sortis de leur maison. Même pas aller à Bumbu. Maintenant, vous allez continuer avec ça. Pourquoi? Non, il va... Ça, c'est un. Non, Bref, attendez. Vous l'avez déjà pensé au sein des laboratoires du FCC? Non, moi je ne suis pas du FCC. Moi, je ne suis pas du FCC. Je suis un libre penseur. Dengoïka Sanji n'est qu'un ballon d'essai. Non, je suis. Mais pourquoi vous pensez... Non, mais attendez. Les terrains. Attendez. Mais c'est vraiment étonnant. Moi, je ne sais pas ces pays. Il y a une vacuité en réflexion intellectuelle profonde qui est effarante, qui est asphyxiante. Vous pensez que la proposition d'un système qui existe, qui est démocratique, qui est pratiqué... Qui existe ailleurs. Oui, qui existe ailleurs, qui a été pratiqué dans ce pays. Et vous pensez que cette proposition est plus cynique, plus dangereuse que celle des gens qui disent qu'il faut avoir les élections dans 10 ans, pas en 2023. Ce sont ces gens-là qu'on devrait arrêter. L'aiguissement. Oui. Et puis c'est cynique et immoral, illogique, parce que c'est des gens qui pendant plusieurs années ont combattu pour dire non, il faut régularité des élections. Pour ça. Mais voilà. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là se mettent debout pour dire non, ils veulent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens. Non pas le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un monsieur d'une bonne famille, c'est un monsieur qui fait preuve d'une certaine cohérence. C'est pas lui. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Mobutu. Il y a des gens autour qui veulent faire de Félix Antoine Tshisekedi un monarque. Non seulement un monarque féodo-absolutiste, césariste. C'est-à-dire qu'il est mono-idéiste. Ça veut dire que, sur qui toute remise en question vous amènerait à l'échafaud. Regardez ce qui s'est passé avec Fayoulou et Pasteur Ngoyi, parce qu'ils ont dit simplement, ils ont fait allusion à une procédure qui est dans la Constitution, et dont d'ailleurs l'aboutissement s'avérait d'entrée de jeu. En fait, c'est une ONG. Voilà. C'est une ONG qui a porté plainte contre ces deux Congolais. Ça n'a rien à voir avec les régimes. Non, mais écoutez. Où est Félix dans tout ça? Non, mais écoutez. Et le monsieur qui a initié une milice, vous ne pouvez pas... Les enquêtes sont en cours. Mais voilà. Donc, les élections, plus d'élections en 2023, il y a même un ancien vice-président, ancien vice-premier ministre qui se met debout et qui en parle allègrement. Et puis il y a un responsable de la maison civile du président de la République qui a une milice. Tout ça se conjugue. Ça reste à prouver. Non, mais on ne peut pas les mettre à la prison. Je ne veux pas que juste après cette émission que vous ayez aussi une invitation. Non, moi si m'envoie une invitation, je vais la déchirer. Je n'irai pas. Oh, ne dites pas ça. Non, oui, j'ai le droit de me rebeller. J'ai le droit de me rebeller, sinon je n'existe pas. On viendra vous chercher Manu Milita. Il n'y a pas de problème, on me libérera un jour. Comme disait Mosengo, une force qui apparaît faible à un moment peut entrer en hibernation et rebondir un autre jour. Alors, j'ai aussi mes ramifications nationales et internationales. Donc, je ne suis pas un fréluquet politique. Vous avez aussi votre Yémei. Non, je ne suis pas un fréluquet politique. Et donc, j'ai mes ramifications nationales et internationales. Vous avez vos Yémei. Moi, s'il m'envoie une invitation, je n'irai pas. Je vais la déchirer. Parce que c'est cynique, c'est outrecuidant. Comment on peut accepter que on envoie une invitation et l'expérience de Fayoulou et Théodore Ngoyi montre que a un effet pédagogique que nous devons apprécier. Nous savions, nous tous, que ça n'allait pas aboutir. Et moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas déstabiliser le président de la République, Félix Tshisekedi, maintenant. Par des moyens rhétors. Non, ce n'est pas des moyens rhétors, mais même de manière générale. Oui. La sagesse politique voudrait qu'on le laisse gérer, comme il le fait. Bon, on peut l'aider en critiquant, en proposant, mais la cohésion sociopolitique, car rechercher l'esprit consociatif
de Joseph Kabila, nous devons promouvoir ça jusqu'à l'aboutissement. Maintenant, vouloir imposer à la République démocratique du Congo une régression sociétale en termes d'imposition d'une sorte de monarchie féodo-absolutiste pour dire que toute personne qui dit qu'il faut déployer, je veux dire, un mécanisme constitutionnel doit être arrêté. Parce que ce qu'on a fait là, c'est de l'intimidation. On a voulu intimider des citoyens, Fayoulou et Théodore Ngoï. Et puis, subitement, on dit que non, c'était un... Les parquets n'ont pas reconnu ces non, invitations. Moi je dis à l'Assemblée nationale, au Sénat, une commission doit être établie pour enquêter. Si on trouve que c'est établi que cette invitation était réelle, ce magistrat-là doit être viré. Le magistrat doit être viré. Le magistrat... C'était du fake news. Non, c'était pas du fake news. C'était pas du fake news. C'est établi, il y a des faits avérés. Des gens qui sont allés chez Théodore Ngoï. Théodore Ngoï, c'est un excellent intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait une grande université un maître anglaise. avocat, chevronné. Oui, Fayoulou aussi n'a pas été piqué par une crise de démence politique. C'est un fait réel. La dimension pédagogique aussi, c'est d'avoir démontré à ceux qui veulent instrumentaliser la justice en faveur d'un segment politique qui a des ambitions hégémoniques, que ces segments-là n'est pas les seuls. Que Fayoulou aussi peut mobiliser un segment sociopolitique pour les défendre, dans la mesure où, je dis, les instruments de l'État sont instrumentalisés par une autre faction sociopolitique pour ses propres intérêts d'intimidation des adversaires politiques. Vous savez, nous sommes arrivés dans la dispensation de l'alternance où l'esprit politique doit changer dans le sens de l'amélioration de l'esprit républicain, rationnel, éthique, je veux dire esthétique, et même épistémique. Mais je voulais revenir, ces second degrés-là, élire le président de la République au second degré, n'est-ce pas là un raccourci que vous avez trouvé pour faire revenir rapidement au pouvoir Joseph Kabila? Non, ça c'est des insinuations qui n'ont pas de base. Moi je pense que, je veux dire, la nouvelle intellectualité républicaine voudrait que lorsque quelqu'un fait une proposition, attaquer la proposition. Et jusque-là, ce n'est qu'une réflexion. Démontrer l'irrationalité théorique, conceptuelle et empirique. Démontrer son insuffisance par rapport à des références, de cas empiriques ou même historiques. Au lieu de sauter de manière émotionnelle pour commencer à faire des extrapolations, non. Joseph Kabila vous a déjà démontré. Enfin, Joseph Kabila, l'objet de mon étude scientifique, comme acteur politique. En tant que kabilologue. En tant que kabilologue. Il a déjà démontré sa bonne volonté, son esprit révolutionnaire et consociatif et innovant. Aujourd'hui, avec Ouattara et Condé, maintenant les gens commencent à apprécier Kabila. Vous savez, il devient une référence. Arthur Schopenhauer, je vais terminer par cette citation du grand philosophe allemand Arthur Schopenhauer, qui dit que la vérité politique, historique, sociopolitique traverse trois moments. Un moment où on la ridiculise, un moment où on s'y oppose, un moment où, après, on regarde, on dit, mais tiens, je pense que les gens qui disent que c'est de la provocation, vous ne pouvez pas. C'est une proposition qui est politique, qui est politologique. Donc on devait sortir, je veux dire, exploiter un arsenal politologique, et comme je dis, avec une analyse empirique. Les gens qui sautent directement pour dire non, ils extrapolent de manière tout à fait fallacieuse et erronée, sans base, pour dire non, Joseph Kabila vous a démontré qu'il a respecté la Constitution. Quand il a dit qu'il ne se présentera pas, il ne s'est pas présenté. Et aujourd'hui, il a une référence. Il caresse toujours les rêves de revenir au pouvoir, de revenir aux affaires. Ça, c'est vous. Les faits sont là. Les gens doivent avoir honte de continuer à imputer à Joseph Kabila des choses qui ne sont pas dans sa tête. Parce qu'il vous a démontré. Lui, c'est vrai. Lui, il vous a démontré. Mais il y a toujours des djihadistes autour de lui qui veulent le faire revenir aux affaires à travers leurs faits et gestes. Non, ça, ce sont des extrapolations qui sont illogiques. Attaquons la proposition ou je veux dire, la suggestion dans son contenu, dans sa substance. Ça, c'est des 1. Des 2, arrêtons avec ces modes de raisonnement extrapolatoires, fallacieux, qui consistent à voir dans tout problème qui se pose, le FCC ou Joseph Kabila. Je ne suis pas du FCC, je suis libre penseur. Mais quand, par exemple, je veux dire, Théodore Ngoï et Fayoulou font allusion à un mécanisme qui existe dans la Constitution, on dit non, c'est le FCC. Ça procède, ça traduit. C'est ça aussi l'une des dimensions que sur laquelle nous devons beaucoup réfléchir. C'est le mode de raisonnement extrapolatoire en vacuité intellectuelle. Au lieu de critiquer la proposition, les faits, l'événement, l'occurrence politique, on fait des extrapolations qui sont dénuées de fondements à la fois conceptuels et de tangibilité. Avec vous, si on ne vous arrête pas, vous n'allez pas vous arrêter. Non, mais c'est pédagogique. Vous êtes intarissable. Non, c'est pédagogique. Merci beaucoup. J'apporte une nouvelle
une nouvelle impulsion avec Agir New Congo, l'Agora des gardiens intellectuels de la République, pour, je veux dire, l'amélioration de la République. La République, c'est la raison. En tout cas, la République, c'est l'éthique. La République, c'est aussi l'esthétique. La politique, c'est aussi tout prochainement, l'épistéme. On va vous recevoir rien que pour parler de cette Agora. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. L'invitation est déjà lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kabasou Babou, Imhotep. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Imhotep Kabasou Babou, vous l'avez reconnu, toujours égal à lui-même. Le langage des bois, c'est pas son style. En tout cas, c'est sans commentaire de notre part. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver tout prochainement dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.